Bonjour et bienvenue. Je pense qu'on a tous connu ce moment, hein. Soit on emménage dans une nouvelle maison en Suisse, soit on décide de remplacer la vieille chaudière qui commence à fatiguer. Et là, au milieu des cartons, la pile de paperasse administrative commence à monter, et la question se pose inévitablement. Pour être vraiment en règle, qu'est-ce qu'on est censé garder au juste? C'est un peu la mission qu'on se donne aujourd'hui. On a épluché pas mal de sources pour essayer de clarifier cette hiérarchie des réglementations suisses pour les chaudières. On va tenter de faire le tri entre l'obligation fédérale, celle qui s'applique à tout le monde, et puis toutes les spécificités cantonales. En gros, on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors, pour sauter directement dans le vif du sujet, il y a cette idée qui circule, une sorte de légende urbaine, hein, ce fameux certificat de conformité unique pour sa chaudière. D'après nos sources, alors, mythe ou réalité en Suisse? Eh bien, la première chose qui saute aux yeux en lisant les documents, et c'est assez surprenant, c'est que non. Ce certificat de conformité générale, unique, c'est un mythe. Ça n'existe pas en tant que tel. Alors ça change déjà pas mal la perspective. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment le point de départ pour comprendre comment le système suisse est pensé. Il n'y a pas deux documents magiques, un seul papier qui dirait hop, tout est en ordre. D'accord. La conformité, ce n'est pas un tampon unique, c'est plutôt une collection de preuves en fait. L'idée, c'est de constituer un dossier qui, pièce par pièce, va attester que l'installation est sûre, performante et respectueuse de l'environnement. Une collection de preuves. J'aime bien l'image. Ça sonne tout de suite moins intimidant qu'un document unique qu'on aurait peur de perdre. Et alors, on commence par quelle pièce cette collection? C'est quoi la première brique? La toute première, vraiment la pierre angulaire de toute nouvelle installation, c'est ce que les professionnels appellent le protocole de mise en service. C'est le document fondateur. Protocole de mise en service, d'accord. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est c'est juste la facture de l'installateur avec une petite signature en plus? Non, c'est bien plus que ça. C'est un rapport technique, très détaillé, qui est rempli et signé par le technicien chauffragiste qualifié. Ah oui, Et c'est au moment précis où il allume la chaudière pour la toute première fois. Il ne dit pas juste « j'ai installé la machine », il engage sa responsabilité. il certifie son propre travail en quelque sorte. Exactement. Il atteste que l'ensemble de l'installation, la chaudière bien sûr, mais aussi toute la tuyauterie, les dispositifs de sécurité, l'évacuation des fumées, que tout a été monté dans les règles de l'art et conformément aux normes suisses. D'accord, donc c'est une question de responsabilité professionnelle, sa signature a une valeur légale. Absolument. Et pour éviter toute ambiguïté, le document contient des informations très précises. On y trouve le modèle exact de la chaudière, son numéro de série unique. Comme le numéro de châssis d'une voiture. C'est ça. Il y a aussi sa puissance en kilowatts, le type de combustible. C'est ce qui rend ce document infalsifiable et vraiment lié à une seule et unique machine. Le numéro de série, la puissance, c'est une véritable fiche d'identité de l'installation en fait. On ne peut pas mieux le dire. C'est la carte d'identité ou même l'acte de naissance de l'installation de chauffage. D'accord. Et son importance est cruciale pour toute la durée de vie de l'appareil. Imaginez, dans 7 ans, vous avez une panne. Le technicien qui interviendra vous demandera ce protocole. Ça lui permet de savoir tout de suite à quel type de machine il a affaire. Pour commander les bonnes pièces, j'imagine. Voilà. Et pour comprendre comment l'installation a été pensée à l'origine, le conserver, c'est vraiment s'assurer une tranquillité d'esprit pour des années. Je vois. Donc ce protocole, c'est la photo de l'installation à l'instant T au démarrage. C'est l'état des lieux initial. Mais une chaudière, ça vit, ça s'use, on ne la laisse pas tourner 15 ans sans jamais y jeter un œil, j'imagine. Non, bien sûr. Et là, vous mettez le doigt sur la deuxième pièce maîtresse de notre collection de documents. Une fois l'installation lancée, on entre dans la phase de suivi. Et là, il y a une et une seule obligation qui s'applique de la même manière sur tout le territoire suisse. Ah, voilà l'obligation fédérale. C'est le contrôle au pair. OPAIR. O-P-A-I-R. Le nom est un peu technique, ça cache quoi? Le nom est en fait très parlant quand on le décode. Au pair, ça vient de l'ordonnance sur la protection de l'air. Ah, d'accord. Ça nous dit tout de suite son but premier. Vérifier que la chaudière ne pollue pas plus que les limites autorisées par la loi fédérale. C'est une mesure de santé publique et de protection de l'environnement. Et ça s'applique à quasiment toutes les chaudières à combustion. Gaz, fioul, bois, pellets. Ok, c'est le grand contrôle anti-pollution national. Et qui s'en charge? C'est le même chauffagiste qui a fait l'installation qui revient? Non, et c'est un point très important pour garantir l'impartialité du contrôle. L'OPR est réalisé par un professionnel bien spécifique, un maître ramoneur agréé.
Un maître ramoneur. On a un peu l'image d'Épinal, de Berthe dans Mary Poppins, couvert de suie. J'imagine que le rôle est un peu plus technique aujourd'hui. Absolument. Le métier s'est énormément modernisé et technicisé. Le maître ramoneur d'aujourd'hui, c'est un expert en combustion et en sécurité. Quand il vient pour un contrôle au PCR, il arrive avec du matériel d'analyse assez sophistiqué. Sa mission est très très encadrée. Alors concrètement, quand il arrive avec sa mallette, qu'est-ce qu'il cherche à mesurer exactement? C'est juste la pollution ou son diagnostic va plus loin? Ça va bien plus loin. Le cœur du contrôle, oui, c'est la mesure des émissions. Avec une sonde, il va mesurer directement dans le conduit le taux de monoxyde de carbone, le fameux CO, les oxydes d'azote, etc. Le volet écologique et sécuritaire donc. C'est ça. Mais ce n'est que le début. Il va aussi mesurer le rendement de l'installation. Le rendement, c'est-à-dire est-ce que ma chaudière brûle son combustible efficacement ou est-ce qu'elle en gaspille? Précisément, une chaudière mal réglée peut consommer 10 à 15% de plus pour le même résultat. Donc le contrôle opère vérifie aussi la performance énergétique, ce qui a un impact direct sur la facture. Et sur les émissions de CO2 au final? Bien sûr. Et en plus de ça, il fait un contrôle visuel complet. Il cherche la moindre fuite, il vérifie la qualité de la combustion, il inspecte tout le système d'évacuation des fumées, du raccord à la chaudière jusqu'à la sortie sur le toit. C'est un vrai check-up complet. C'est rassurant de savoir que c'est si approfondi. Et ce check-up, il faut le faire tous les ans. Alors, c'est là qu'on touche à la subtilité du fédéralisme suisse. L'obligation de faire le contrôle est fédérale, mais la fréquence, elle, est du ressort des cantons. Ah, chaque canton décide. Oui. Cependant, les sources indiquent une tendance générale. Pour la majorité des installations chez les particuliers, donc celles qui ont une puissance de moins de 70 kW, la fréquence est le plus souvent de 2 ou 4 ans. D'accord. Et soyons pratiques. Si on oublie de faire ce contrôle, il se passe quoi? Une simple lettre de rappel, une amende? En général, le processus est graduel. Le maître ramoneur a un mandat cantonal, il gère un fichier des installations de son secteur. Si une échéance est manquée, il y aura d'abord un rappel. Ok. Si le propriétaire ne réagit toujours pas, une mise en demeure peut être envoyée, souvent avec une amende. Le cas extrême, la mise hors service de l'installation est rare, mais c'est possible si l'installation est jugée dangereuse. Par exemple, un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Exactement. L'objectif n'est pas de punir, mais de garantir la sécurité. Le rapport au pair valide, c'est donc vraiment le sésame qui prouve qu'on est en règle au niveau suisse. Très clair. On a donc la base D fédérale, le protocole à la naissance de l'installation et le contrôle au pair comme suivi obligatoire. Mais vous venez de dire que les cantons décident de la fréquence. J'ai l'impression que c'est là que le fameux millefeuille réglementaire suisse entre en scène, non? C'est exactement ça. La couche fédérale garantit un socle commun de protection de l'air. Par-dessus, chaque canton peut ajouter ses propres exigences. C'est souvent lié à des spécificités locales ou à des priorités de sécurité différentes. Et c'est là que ça se complique un peu. Oui, et c'est là qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'on a des exemples concrets dans nos sources de ces différences d'un canton à l'autre pour qu'on puisse vraiment se représenter cette couleur locale réglementaire? Oui, tout à fait. On peut comparer deux situations. Prenez un canton très urbanisé, comme Genève. Les sources montrent qu'ils peuvent être particulièrement stricts sur les installations au gaz, à cause de la densité de population. Logique? Ils pourraient donc imposer un contrôle d'étanchéité périodique de tout le circuit de gaz, du compteur à la chaudière, pour prévenir tout risque d'explosion. C'est une mesure de sécurité pure qui s'ajoute à l'OPER. D'accord. Et à l'inverse, dans un canton plus rural, plus alpin? Imaginez un canton comme le Valais, où il y a beaucoup de chalets avec des chaudières à bois ou à pellets. Là, la préoccupation majeure, en plus de l'air, c'est le risque d'incendie de cheminée. Ah oui, bien sûr. Donc, en plus de l'OPER, le canton va très probablement exiger une attestation de ramonage. Mécanique, annuelle ou bisannuelle, ce n'est pas la même chose que le contrôle OPER, hein. Ici, on nettoie physiquement le conduit pour enlever la suie. On voit bien que le contexte local change tout. En gros, il n'y a pas de liste taille unique qui marche pour tout le monde en Suisse. C'est ça. La seule façon d'être sûr à 100%, c'est de se renseigner auprès du service cantonal de l'énergie, ou plus simplement de demander à son maître ramoneur local. Lui, il connaît la législation de son canton sur le bout des doigts. Bon, je dois avouer que mon cerveau commence un peu à fumer avec tous ces documents. Et si on voulait aider les gens à y voir clair, à se constituer le dossier parfait, la pochette tranquillité d'esprit pour sa chaudière, on y mettrait quoi dedans? C'est une excellente approche. On peut définir un kit de conformité idéal en 4 points.
c'est ce que tout propriétaire devrait avoir dans un classeur à portée de main. Je prends. Allons-y. Premièrement, la star du dossier. Le dernier rapport OPER en cours de validité. C'est le seul document obligatoire partout en Suisse, le plus important. Ok. Deuxièmement, le document fondateur dont on a parlé, le protocole de mise en service initial, à garder précieusement pendant toute la vie de la chaudière. OPER et protocole de mise en service, la base. Exactement. Troisièmement, on y ajoute les éventuelles attestations cantonales spécifiques, celles dont on vient de parler. Attestation de ramonage, contrôle d'étanchéité. C'est la partie variable du dossier. La touche locale. Voilà. Et enfin, quatrièmement, un document qui n'est pas une obligation légale, mais qui est une preuve de bon sens et de bon entretien. Le contrat d'entretien, ou au moins les factures des entretiens annuels. Le contrat d'entretien, c'est un point intéressant. Ce n'est pas obligatoire, mais sa présence change la nature du dossier. Ça me fait penser à l'historique d'entretien complet quand on achète une voiture d'occasion. C'est exactement cette idée. Ça ne change rien à l'obligation de l'expertise, mais ça rassure énormément sur la manière dont le véhicule a été traité. C'est ça. On passe de la simple conformité réglementaire à la preuve d'une gestion proactive, diligente. Posséder ce dossier complet, c'est ce que j'appellerais une assurance tranquillité. Oui, c'est bien dit. En cas de contrôle inopiné, ou pire, en cas de sinistre, vous avez immédiatement sous la main la preuve que vous avez tout fait dans les règles. Ça simplifie les discussions avec les assurances, avec les autorités. C'est limpide. On a donc bien déconstruit ce mythe du certificat unique. On le remplace par l'idée d'un dossier vivant, une collection de preuves qui raconte l'histoire de l'installation. Si on devait synthétiser les points vraiment essentiels de notre analyse, que faudrait-il retenir en priorité ? Alors, premièrement, on oublie l'idée d'un certificat de conformité global et unique pour sa chaudière en Suisse. Le système est plus intelligent que ça. Troisièmement, le protocole de mise en service. Ce n'est pas qu'une simple facture, c'est l'acte de naissance de l'installation, sa carte d'identité à garder à vie. Et enfin, le fédéralisme oblige à un petit effort personnel. Il faut se renseigner sur les réglementations cantonales. Elles peuvent ajouter des contrôles spécifiques à sa région et à son type de chaudière. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul, on voit bien la logique du système. Une norme fédérale forte pour les enjeux qui dépassent les frontières cantonales, comme la qualité de l'air, et de la souplesse pour les cantons. Et une flexibilité laissée aux cantons pour gérer des risques plus locaux, comme la sécurité incendie ou les spécificités du bâti. D'ailleurs, ça soulève une question intéressante qui va un peu au-delà des sources qu'on a consultées. Elle se concentre beaucoup sur les obligations du propriétaire pendant qu'il occupe le bien. Oui, mais il serait pertinent de se demander comment l'existence ou l'absence de ce dossier complet affecte-t-elle la valeur d'une propriété ou les responsabilités lors d'une vente immobilière en Suisse ? C'est une excellente question. Imaginez le scénario. Vous visitez une maison à vendre, le dossier de la chaudière est complet, rapport au pair impeccable, suivi annuel. C'est un signe de sérieux qui rassure, non ? Ah oui, clairement. Maintenant, le cas inverse. Pas de protocole de mise en service, le dernier contrôle au pair date de 6 ans et il était à la limite. Ce n'est plus juste un bout de papier manquant, ça devient un signal d'alarme. Un signal d'alarme sur un potentiel vice caché, un élément qui pourrait coûter des milliers de francs à remplacer. Est-ce que ça ne devient pas un argument de négociation majeur ?